Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Ça va être, si ça vous plaît, mais même si ça vous plaît pas, ça va rester une vidéo, je pense, qu'on va faire avec Tiffany, qui se présentera tout à l'heure, parce que je trouve que c'est très intéressant de venir compléter les analyses techniques avec une autre science finalement, qui est assez complémentaire à la technique. Et vous allez comprendre dans cette émission pourquoi je dis ça. Donc, alors d'abord, je m'excuse pour l'improvisation de cette vidéo. Normalement, on va faire enfin plus tard en tout cas, on va faire des vidéos plus structurées, avec un montage mieux, pas sur Zoom. Mais là, on a dû intervenir en urgence avec ce qui se passe sur les marchés. Donc, on a tous été pris de court. Et ce qui est important finalement, c'est l'information qu'on va vous transmettre. Et on voulait que vous l'ayez rapidement. Donc, on a improvisé une vidéo assez rapide avec Zoom, très simple. Mais je vous rassure, les prochaines seront de bien meilleure qualité en termes d'image. Voilà. Ce qu'on va faire, comment ça va fonctionner cette vidéo, c'est que si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours vous avertissant d'un crash possible sur Bitcoin. Et je vous ai dit que j'allais faire une vidéo explicative parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce sujet. Et c'est donc cette vidéo où aujourd'hui on va tout vous expliquer avec deux aspects différents et vous allez voir que ça se regroupe vraiment pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, Tiffany va se présenter pour vous expliquer ce qu'elle fait, qui elle est, etc. Et puis, elle va vous parler de dates importantes. Parce qu'elle fait de l'astro-finance, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, je suis bête. C'est Eh un peu le oui, sujet principal. Donc, Tiffany fait de l'astrofinance et donc elle va nous proposer des dates importantes dans les jours et semaines à venir. Et moi, ce que je vais faire, c'est que d'un point de vue technique, donc sur l'analyse technique, je vais prendre ces dates et je vais voir si ça match avec mon analyse technique. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Si on a raison, je ne sais pas si ce crash va avoir lieu, mais si ce crash a lieu, c'est assez bluffant quand même. Donc, Tiffany, je te laisse la parole. salut Stéphanie. Alors, merci de faire cette réunion d'urgence qui nous prend un peu de cours. C'est totalement là improvisé pour nous. Donc moi, je suis astrologue. Ça va faire bien 25 ans que je fais de l'astrologie. Alors, j'ai commencé par l'astrologie déjà tout bêtement par faire mon thème natal. Et puis là, maintenant, je fais le thème par rapport à des clients qui viennent me contacter parce que soit ils ont des projets, soit ils ont des problématiques, peu importe. Voilà, pour faire en grosso modo. Et depuis, je dirais, 1, 2 ans, je commence sérieusement à me passionner en fait à l'astrologie financière, aux finances. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est justement ces cycles qu'on retrouve en finance et qu'on a effectivement en astrologie. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, je suis super contente d'être tombée sur toi. Il n'y a pas de hasard dans la vie Oui, parce c'est que ça une belle fait quatre. rencontre. Oui, je confirme, très belle rencontre. Parce que moi, ça fait 4 ans que j'avais ce projet que je veux mettre de l'astrofinance dans Ouais. mes résultats, dans mes analyses. Sauf que trouver un bon astrologue qui connaisse les marchés financiers et qui soit disponible et avec qui le courant passe, c'est pas, ça se trouve pas aux quatre coins de rue. Donc, je Alors, suis c'est super intéressant. contente. Bah, écoute, ça me touche. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, les finances et l'astrologie, ça a toujours été en fait lié. Et ça, on peut remonter à vraiment à loin. Surtout dans les années 80. Les années 80, ça a été la grande épopée pour les astrologues financiers. Hmm. Tout le monde, que ce soit à Wall Street, tout ça, avait son astrologue attitré. Alors souvent, c'était caché parce qu'il y a toujours cette idée un peu honteuse que l'astrologie, voilà, c'est un petit peu pour un petit peu délire, quoi. Alors que beaucoup de gens dans la finance, des gros patrons, que ce soit à CAC 40 ou à la bourse de New York, ont toujours utilisé un astrologue pour voir les courants à venir. Et c'est Et pareil en puis, politique. et c'est ce que j'allais dire, ça me faisait jumper là-dessus, que après, pour ceux qui sont fans de théories complotistes, bien que je ne trouve pas que ce soit du tout complotiste, mais peu importe,
On parle aussi de signes, tu sais, les lobbyistes qui communiquent entre eux, la politique, etc. Et que justement, l'astrologie, met tout le monde d'accord parce que ce signe on peut voir ce signe partout. Finalement, il est universel. Et que du coup, c'était caché, comme tu dis, par honte, mais aussi pour tout ce qui est puissant de ce monde, c'était caché parce qu'ils voulaient pas que tout le monde fasse pareil. Et des codes, ce qui était marqué. Exactement, c'est exactement ça. Mais là, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça se démocratise quand même un peu plus. Moi, j'ai beaucoup de gens dans la finance qui viennent me voir aussi parce que, et ils ont plus honte de le dire, hein, c'est-à-dire que maintenant, ça commence de plus en plus à être assumé. Mm. Voilà. Et puis, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, quand on prend toutes les anciennes civilisations, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Mayas, les Toujours, Incas, depuis depuis la toujours, ils nuit, utilisent l'astrologie. Et depuis même la si je, nuit des temps. voilà, depuis la nuit des temps, et même si je prends Eh dans nos ouais, sociétés assez censurées dans laquelle on évolue, si tu regardes le jardinage, on le fait avec la lune, on le fait avec les saisons, on le fait, il y a un impact là-dessus qu'on ne peut le pas cycle lunaire, exactement. on ne peut pas nier, tu comprends? Que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est une chose, mais on ne peut pas nier que si tu plantes certaines plantes à telle saison, enfin au niveau de la lune ou whatever, elles poussent plus vite et plus rapidement. C'est un fait. Exactement. Et j'ai envie de dire aux gens qui sont sceptiques, ils ont le droit d'être sceptiques aussi. Ce qui compte, en fin de compte, bah, c'est le résultat. Exactement, exactement. C'est Tout ce à qu'on va fait. avoir Et c'est ce qu'on là, va voir justement. exactement. Et ouais, Euh, je pense qu'on a bien travaillé là dernièrement, toutes les deux. oui. Euh, Puis c'est vraiment donc bluffant voilà. en plus parce que toi, tu faisais ton astrologie tes études de ton côté, moi, mon analyse technique de mon côté, sans se parler, sans rien communiquer. Et quand on a mis tout ça en commun, c'était Eh comme ben, par il y magie avait une la même grande chose, en coïncidence. fait, la même chose. Exactement. C'est là où moi, je suis toujours épatée. Encore maintenant, même au bout de 25 ans, je suis toujours épatée par l'astrologie. Mm. Ça me surprend toujours. Moi aussi, puis moi, ça me fascine. Et puis c'est compliqué hein, parce que je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César pour m'être intéressée à l'astrologie financière comme je ne trouvais personne pour faire ces émissions avec moi. Je me suis dit, je vais me Ouais. plonger là-dedans moi-même. Mais c'est comme si on faisait médecine, quoi. Il y a tellement de choses à savoir, c'est hallucinant. Alors, c'est comme tout, quand tu es passionné par quelque chose, tu l'apprends plus vite. Moi, c'est vraiment quand je suis tombée dedans, j'ai jamais pu m'en défaire. Et pourtant, quand je suis tombée dans l'astrologie la première fois, c'est vraiment parce que j'étais sceptique et que je n'y croyais pas. C'est pour te dire. Hmm. Voilà. Bon, parfait. Peut-être qu'on fera une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça parce que je pense que c'est un sujet intéressant Oui, oui, on qu'on pourra pourrait y expliquer. revenir plus tard, exactement. Voilà. Exactement. Mais là, on a des choses très importantes à dire et beaucoup de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais te donner la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que toi, tu as pu voir dans tes analyses d'astro-finance, hein. Et puis Ouais. ensuite, on fera l'analyse technique et on va comparer tout ça. Ok. Alors déjà, pour faire du prévisionnel en astrologie, c'est-à-dire voir ce qui peut se passer dans le temps, j'utilise deux choses. J'utilise les transits astrologiques Alors, qui bougent continuellement. pour ceux Oui. qui ne savent pas ce que c'est des transits, est-ce que tu peux brièvement expliquer? Des transits astrologiques, c'est les planètes qui, dans le ciel, vont faire des aspects à d'autres planètes. C'est de l'énergie pure. Il y a des planètes qui vont faire que l'énergie va se faire facilement, va s'ouvrir facilement, et on a des planètes qui vont être plutôt, comment dire, qui vont freiner l'énergie. D'accord. Est-ce que tu peux préciser ce Donc, que sont les aspects aussi? Parce que ça, c'est pas comme, il n'y a pas beaucoup de personnes ouais. qui savent. Alors, dans les aspects, on a beaucoup d'aspects. Les aspects, c'est entre deux planètes. D'accord. Entre deux axes ou deux planètes. Les aspects, on a les conjonctions, les trigones, les sextiles. Les trigones et sextiles, c'est des aspects de facilité, c'est des aspects ouverts. La conjonction, c'est une fusion d'énergie entre deux planètes. Là, ça peut être bien comme ça peut être problématique. D'accord. Et on a les carrés et les oppositions. Là, par contre, ça freine. Et même Ok. ça s'arrête. Parfois, ça peut annuler quelque chose. D'accord. Donc, si je vois, par exemple, Saturne
carré Vénus sur le thème du Bitcoin, d'accord, là, on peut s'attendre qu'il y a quelque chose qui va coincer au niveau du Bitcoin. Ok. OK? Je fais juste une parenthèse. Je pense que tout ça, ça sera vraiment bien qu'on l'explique dans une vidéo, mais là, vraiment, on n'a pas le temps. Donc, du coup, Oui, voilà. on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment important de comprendre ces notions d'aspect, de transit et surtout ce que chaque planète apporte et ce qu'elle représente comme énergie, justement. Mais on vous expliquera tout ça dans une autre vidéo. Là, il faut vraiment qu'on se focalise sur ce qui pourrait arriver. Donc, je te laisse continuer ton explication, du coup, parce que je t'ai coupé. Ouais. Alors là, donc pour cette année, pour le Bitcoin, j'ai donc regardé les transits qu'il allait avoir cette année et j'ai fait aussi son thème natal parce qu'on se base toujours sur le thème natal pour voir le prévisionnel, que ce soit de quelqu'un ou d'une entreprise. Voilà. Pour le Bitcoin, eh ben, le Bitcoin, il est Capricorne, voilà, ascendant Lion. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Capricorne, c'est quelque chose qui est solide. Le Capricorne, c'est aussi les finances en astrologie. Donc, il porte bien son soleil. Et l'ascendant Lion, c'est comment les autres le perçoivent. D'accord? Les gens, quand on voit, quand on pense au Bitcoin, eh ben, on le voit comme le lion, c'est-à-dire la royauté, le soleil, l'or, la brillance. D'accord? Il y a quelque chose de royal dans son apparence. Beau thème Là, astral. ouais, oui, oui, il a un très beau thème astral. Alors, La juste pour, lune, c'est pareil. attends, je Oui, fais juste une précision. Donc, du coup, pour faire ce thème astral, tu as pris la date de création du Bitcoin, mais comme il y a plusieurs dates, exactement. tu as pris celle où il y a eu la première transaction qui a eu lieu le 3 janvier 2009, c'est ça? C'est ça, à Ok, 18h15, exactement. d'accord. C'est là-dessus, en tout cas, qu'en astrologie, les astrologues financiers se basent pour voir l'évolution du Bitcoin, Ok, pour parfait. faire son thème natal et pouvoir faire le prévisionnel dessus. Ok. D'accord? Donc là, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que 2026 était une année assez importante pour le Bitcoin. Il va avoir des Avant, transits majeurs, ouais. avant que tu nous expliques ça, je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais nous parler de son signe lunaire, je pense. Oui, en fait, la Lune en astrologie financière, c'est la foule. C'est la psychologie de la foule. C'est là-dessus qu'on se base pour voir comment réagissent les acheteurs par rapport au Bitcoin. Si on voit que la Lune fait un carré ou un mauvais aspect, on peut s'attendre à ce que les gens n'achètent plus ou ont peur ou vendent. D'accord? Si on voit un super aspect sur la lune du Bitcoin, là, on peut supposer que c'est le contraire. Les gens vont rentrer sur le marché pour acheter. Ok, D'accord? parfait. La lune en astrologie financière, c'est hyper important. Hyper important. Ok, ok. Alors, Donc, vas-y, je je te sais laisse plus ce que je te continuer dis. sur. Tu parlais des transits pour cette année 2026. Ouais, alors les transits pour 2026, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui vont se former. Euh, Et là, on a justement, comme on est le 25, 26, 26. Neptune 26, sort. Neptune s'en eh va. oui, 26 janvier 2026, là, justement, ben, c'est comme tu dis, c'est la sortie de Neptune. Alors, quand il y a une planète qui sort d'un signe, une grosse planète comme Neptune, Saturne, Pluton ou Uranus ou Jupiter, c'est majeur. Je dirais c'est phénoménal en astrologie. Et là, cette année 2026, c'est 4 planètes qui changent de signe. Donc autant te dire que c'est majestueux. Il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Si on parle juste d'astrologie mondiale et pas forcément financière, c'est un gros changement qui se prépare aussi. On passe de l'ancien monde au nouveau monde. Je dirais que là, surtout à partir d'avril, on rentre dans le futur. Ouais. Voilà. En espérant qu'il sera bien. Mais ça peut pas être Ah pire que ben, ce qu'on a maintenant, hein. on change de monde, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
les valeurs qui vont changer et les valeurs monétaires encore plus. Là, moi, ce qui m'a beaucoup tilté, c'est à partir d'avril, c'est l'entrée d'Uranus dans le signe du Gémeaux. Uranus, c'est la planète de la crypto-monnaie. D'accord? On utilise, quand on veut chercher la crypto-monnaie, on va prendre Uranus, c'est sa planète. Uranus, c'est la planète de la nouvelle technologie. D'accord? Le signe d'Uranus, c'est le Verseau. Voilà, c'est tout ce que représente le Verseau, Uranus le représente. En avril, Uranus entre dans le signe du Gémeaux. Alors là, c'est quelque chose d'énorme. Uranus, ça faisait 7 ans qu'il était dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est aussi tout ce qui est terre, c'est la finance, les marchés financiers, le concret, le dur. Là, Uranus, en avril, passe dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication, c'est les déplacements, c'est tout ce qui est futuriste aussi, quelque part. C'est la communication, mais ultra rapide, parce qu'il est associé à Uranus. D'accord? Donc, la crypto rentre dans le signe de la communication, de la vitesse. Du coup, Bitcoin qui rentre dans une planète de communication, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, la communication, c'est les vitesses de transaction, par exemple, qui seront là ultra rapides. C'est aussi l'image globale de la crypto-monnaie qui va changer, qui va prendre plus d'importance aussi et qui va surtout évoluer. Avec Uranus, c'est aussi l'innovation. Donc, on peut s'attendre dans les 7 prochaines années à ce que la crypto-monnaie soit déjà rentre, soit plus utilisée. Comment je pourrais dire? C'est la monnaie numérique qui devient, qui vient dans notre quotidien de tous Ok, les jours maintenant. c'est ça. OK? C'est ça. Donc, on pourrait aussi, par exemple, s'attendre à une adoption majeure, mais tu me disais hors antenne que ça dépend des transits, etc. Oui, c'est là où l'analyse est importante, c'est qu'il y a d'autres transits qui vont se greffer à tout ça. Donc c'est là où l'analyse est vachement importante. Moi, ce que je comprends là pour le Bitcoin, c'est qu'il passe cette année dans une phase d'adolescent à adulte. Il est en train de se transformer. Il devient adulte. Et tu C'est vois, ça, fini l'adolescence. c'est marrant parce que on le voit déjà sans faire d'analyse technique. On voit très bien que les cycles ont changé. C'est plus du tout le même. Les cycles de 4 ans qu'on connaissait, c'est bon à mettre à la poubelle. C'est fini. Et donc, c'est Exactement. marrant que justement, même astrologiquement, on arrive à voir que, il y a un changement majeur qui se fait dans ces cycles-là. Parce que de passer d'adolescent à adulte, c'est un cycle on quitte un cycle pour entrer dans un autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une nouvelle ère pour la crypto-monnaie et encore plus pour le Bitcoin. Eh oui. D'accord, super. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, d'autres transits, d'autres dates importantes? Parce qu'on Oui, n'a même pas oui, fait les dates, en fait. oui. Vas-y, alors je te laisse. Ouais, ben là, je vais déjà dire les gros transits qui sont hyper importants pour cette année. C'est aussi, comme je vous ai dit, il est ascendant Lion, le Bitcoin. Et là, on a Jupiter. Alors, Jupiter en astro, on l'adore. C'est la Ah planète de oui. la chance. Eh ouais, c'est la planète de l'expansion. Jupiter, et c'est la planète aussi de la légalité, c'est important. Jupiter sort du signe du Cancer pour arriver justement à partir de juillet dans le signe de l'ascendant Lion du Bitcoin. Jupiter sur l'ascendant, c'est un truc de dingue. J'y reviendrai après. On va peut-être pas en parler là maintenant. On y reviendra Ouais, peut-être dans une prochaine vidéo. je pense Parce que là, ce qu'on qui nous intéresse, ouais, Ouais, c'est ça. Comme tu dis, je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo, mais on va faire une vidéo là-dessus parce que juste pour mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs, à quoi on peut s'attendre au mois de juillet? un truc de dingue. Voilà. Je dirais pas plus. Je dirais pas plus parce qu'après, je vais m'embarquer, je vais plus vous l'arracher. Mais oui, c'est événement majeur. Super. Alors, on va continuer avec ce qui nous concerne ou les transits importants. Si je sais pas si tu avais fini avec les transits importants de l'année. En fait, il y en a plein qui vont arriver là cette année.
Donc Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne, comme je vous l'ai dit, sort du Poisson pour entrer dans le Bélier. Tout ça, c'est des transits majeurs qui vont jouer énormément cette année pour la crypto-monnaie et pour le Bitcoin. Là, quand j'ai regardé les transits actuels, donc pour janvier, c'est pas top top, hein. Et on s'en doute bien, on le voit bien. C'est Donc ça. là, je vous apprends rien là-dessus. On Mais a ça se un confirme. Saturne, Ça et se ouais, ça confirme. se confirme. On a justement en ce moment Saturne carré Pluton, on a Pluton conjonction Mercure, Pluton sextile Lune. Euh, Saturne ralentit là. Il ralentit quelque chose, mais on voit bien que Pluton est de mèche. Pluton conjonction Mercure, Pluton en astrologie financière, c'est ce qu'on appelle les grosses baleines, ok, qui sont dessus, qui sont sur le Mercure. Donc Mercure, c'est tout ce qui est marchandage, ok. Euh, Là, Pluton, il est en train de marchander, quoi. Les grosses baleines, on se doute, sont en train de préparer quelque chose dans l'ombre. Pluton, c'est aussi la manipulation. Ok. Donc là, on se dit, il se passe des choses un peu dans l'ombre. Et Pluton sextile à la Lune, c'est les grosses baleines qui sont en train d'agir sur l'émotionnel des acheteurs, des C'est petits ex- portefeuilles. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ce mois de janvier. Et ça, je vais y revenir dans mon analyse technique, donc ne partez pas parce que vous allez voir, l'analyse technique est absolument incroyable au regard de ce que Tiffany nous dit. Et c'est exactement ce qu'on est, on est pile dans cette phase. Et on arrive fin janvier avec une date importante au 1er février dont on va parler tout à l'heure. Et comme de par hasard, tout est en train de se décanter justement avec cette décision des fameuses baleines ou market makers, appelez-les comme vous voulez, on s'en fout. Euh, Ils sont sur le point de prendre une décision. Là, il y a un gros mouvement qui arrive. Donc là, les dates importantes, moi, ça me parle du 17 février. 17 février, pour moi, c'est majeur. C'est une nouvelle lune. Et il y a la nouvelle lune et il y a Mercure-Uranus. Donc Il n'y a là, pas une, pour moi, c'est... il y a pas une éclipse Oui. aussi, le 17 février? Il n'y a pas une éclipse aussi? Si, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est une nouvelle lune et éclipse. C'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Ok. D'accord. Bon, là, on rentre trop dans la technique, mais c'est hyper important. Là, c'est une alerte. Une alerte sur le marché financier, du moins du Bitcoin. Là, moi, ça me parle d'une tentative de sortie pour moi dans ces fameuses zones. J'ai l'impression que ça va vraiment essayer de monter, mais c'est encore, ça va rester sous pression. D'accord? C'est pas là où on voit une montée claire et nette. À partir du 20 mars, là, on a ouais, Saturne conjonction Lune. Saturne compresse les acheteurs, la Lune, les acheteurs. Là, c'est une pression qui est maximale. Saturne, ça assèche tout ce qui touche. D'accord? Ça assèche les acheteurs, les petits porte-monnaies. Là, c'est pour moi, c'est des volumes qui sont vraiment compressés. D'accord? On a le 5 avril. Ah oui, là, c'est Saturne carré Mars. Saturne est de la partie, hein. Tant que Saturne est là, ça va être compliqué. Saturne carré Mars, Mars, c'est l'action. On voit que le Bitcoin voudrait monter, mais il est retenu. C'est comme vraiment l'élastique qui se tire et qu'on tient comme ça. Donc là, c'est toujours très, très tendu. Et la date la plus importante, c'est le 6 avril avec Mercure, Uranus. Et là, ça nous parle vraiment, pour moi en tout cas, dans mon analyse, d'une cassure importante. Alors, est-ce en haut ou en bas? Pour moi, ça part bien vers le haut. Ça, on aime. Ça, Surtout on aime. avec Uranus, c'est vraiment Un l'élastique qui d'un élastique. coup, Hmm. ouais, qui pète. Donc pour Euh, moi, le 6 avril est une date hyper importante.
Quand je dis le 6 avril, aux alentours du 6 avril, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, mais c'est une date à surveiller en tout cas, dans à voir ces eaux. venir. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a des dates en astrologie, c'est toujours pareil. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. C'est pas à la virgule près, hein. C'est C'est trop comme. facile, mais c'est mon rêve. Mais non, il y a toujours des circonstances ou des choses qu'on n'a peut-être pas vues venir, mais c'est très difficile de dire c'est tel jour, telle heure, à tel moment. C'est quasiment impossible, Impossible. ou alors j'aurais rencontré la personne qui puisse le faire, l'astrologue, mais j'en ai pas connu. Mais en tout cas, il va falloir voir aux alentours du 6 avril pour voir ce qui se passe. Mais c'est pareil Voilà. en analyse technique, hein. On a des théories, etc. Mais c'est très difficile de timer le marché, justement. Et c'est pour ça que l'astrologie, moi, je trouve, est parfaite là-dedans parce que ça nous donne un plan de match. On a une zone temporelle et ensuite, on vient voir avec notre technique si ça match. Et là, bah, du coup, si effectivement ça matche bien, bah, on peut améliorer nos timings de manière considérable. Donc, je trouve ça très intéressant. Tu m'avais aussi parlé de plusieurs autres dates, comme le 1er février, le 11, 13, 15, 17, tout ça. Est-ce que on peut rentrer un peu en détail? Parce que euh, moi, je trouve ça super intéressant parce que si, d'un point de vue technique, ce que j'ai analysé par la suite se produit, les dates dont on va parler là, moi, je trouve ça bluffant. Si vraiment c'est ce qui arrive, c'est hallucinant de voir la précision chirurgicale du truc. Donc, je te laisse expliquer. Alors, le 1er février, c'est une pleine lune qui se fait dans le signe du lion. Donc là, comme je vous ai dit, la lune, c'est l'émotionnel des acheteurs, du marché. Et là, c'est vraiment, on est dans une volatilité émotionnelle et la possibilité d'un pic de prix qui serait temporaire. D'accord? OK. Le 5 et 7 février, du 5 au 7 février, là, on a Mercure. Mercure-Pluton, là, ça pourrait être une annonce importante, sérieuse, et possiblement aussi des mouvements de fond. Euh, le 11 février, Mars en Capricorne. Donc là, c'est verrouillage du support et exécution rigoureuse. Ça te parle ou pas? Ouais, ah oui, bah, vous allez voir à l'analyse technique, si on a un mouvement vers le bas, je pense qu'il va être très rapide et qu'on pourrait se stabiliser justement. Et ces dates nous parlent parce que du coup, ça voudrait dire que éventuellement, si on a effectivement cette baisse, cette chute, entre le 11 et le 17 février, selon l'astronomie financière, on pourrait trouver un bottom. Et ça fait beaucoup de sens en termes Ouais. d'analyse technique. Et du coup, du 13 au 15 février, là, c'est les préliminaires. C'est la préparation technique. C'est Saturne et Jupiter qui, là, nous préparent vraiment une préparation sur quelque chose. Et ça, on arrive justement au 17 février, l'éclipse solaire. Et là, c'est le reboot. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est pour ça que si Voilà. on a une chute et puis on arrive à essayer de se stabiliser, en tout cas d'arrêter la chute euh, entre le 11 et le 17 février, comme tu viens de nous dire, on a déjà euh, euh, tout le plan. C'est-à-dire que, attends, je vais reprendre parce que du coup, je n'ai pas une mémoire aussi parfaite. Voilà. Donc, le 5, une annonce, bon, là, imaginons qu'on chute, mais voilà, le 11, tu nous parles d'un verrouillage de support, le 13 et le 15, une préparation technique, et le 17, un Exactement. reboot. Donc, on pourrait penser Ouais. que le 11, on pourrait commencer d'arrêter de chuter tranquillement. Entre le 11 donc 13, 15, 14, 15, justement, on pourrait ranger, on pourrait stopper, on pourrait arrêter l'hémorragie, puis se ressaisir et se stabiliser sur un support. Et le 17, on pourrait relancer éventuellement, justement, entamer la remontée. Donc c'est très intéressant de voir ça avec ces dates-là. J'ai hâte de voir si ça va être le cas. Et je tiens à dire que justement ce 17 février, puisqu'on parle de Saturne et de Jupiter qui seront de la partie, là on peut avoir une annonce qui peut se faire à ce moment-là ou un événement extérieur qui vient changer la donne. D'accord? Donc là on pourrait avoir des prix qui s'agitent assez brutalement.
C'est une Tu parles possibilité. du 17 là, hein? Le 17 Ouais. février, ouais. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous communiquer? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben, là, pour moi, je vais m'arrêter ben, jusque-là, jusqu'à la date de même d'avril, parce que pour moi, c'est vraiment avril Que tout. l'événement majeur. Ouais, que tout va changer. Là, entre-temps, pour moi, on reste. Il n'y a rien qui monte très haut, je pense pas. Je pense pas qu'on. Peut-être qu'on va avoir une baisse. Ça, tu vas me le confirmer toi par rapport à ton analyse. On peut, je pense, avoir une baisse qui vienne faire peur un petit peu justement à l'émotionnel de la Lune, c'est-à-dire aux gens qui des petits porte-monnaies. Mais pour moi, ça reste le 6 avril où là, euh, il se passe quelque chose d'important. Voilà. Et ça fait beaucoup de sens, je te dis, avec l'analyse technique. Donc, si tu as fini, je vais passer à ma spécialité à Ouais, moi. Ok. Alors, moi, je t'en prie. je vais partager mon écran. Alors, euh, déjà, avant de parler de ce qui pourrait se passer justement jusqu'au 6 avril et voir comment on peut goupiller tes dates avec une analyse technique, je vais très rapidement passer sur l'analyse actuelle et je vais vous montrer pourquoi je pense à une baisse. Alors, en finance, c'est comme d'habitude, hein, il y a toujours trois scénarios. Soit on rebondit sur notre support actuel sur lequel nous sommes et on rebondit. Et puis, bah, premier arrêt, c'est d'aller dans le haut du range et donc de passer tous ces murs ici de résistance à la hausse. Je ne pense pas, c'est pas mon scénario privilégié. Donc, ça, c'est le range. Le deuxième scénario, c'est le haussier, c'est-à-dire qu'on bah, on casse ça vraiment avec force, on stabilise le prix ici et on repart à la hausse. Ça, c'est vraiment pas du tout ce que je vois pour le coup. Le range, repartir dans le haut du range par ici, pourquoi pas? Ça, c'est pas impossible. Euh, c'est pas ce que je privilégie, mais ça reste dans l'ordre, dans le domaine du possible. Par contre, moi, ce que je privilégie, c'est le scénario baissier. Donc ça, vous l'auriez compris. Vous l'aurez compris. Pourquoi? Eh bien, pour tout un tas de raisons, que je vais essayer d'être concis. Il y a plein, plein, plein de choses qui me font penser à ça, mais je vais résumer, sinon ça va durer 4 heures la vidéo. Donc, on va y aller très simplement. Première chose, vous voyez que tous les rectangles que j'ai ici, ça représente des supports ou des résistances. Quand c'est violet, orange ou rouge, ce sont des résistances. Quand c'est bleu, turquoise ou vert, ce sont des supports. Et en jaune ici, ça c'est une période d'accumulation, enfin une zone d'accumulation, on en parlera à la fin. Donc vous voyez que ici on a accumulé pas mal de résistance. Alors j'ai juste changé mon écran parce qu'ici j'avais mis que c'était un IFVG alors que c'était pas du tout un IFVG, c'est un FVG, donc un fair value gap. Donc juste pour vous compreniez la différence, quand on a un débalancement comme ça, c'est-à-dire que le prix est descendu très vite et il n'a pas été retesté et il a laissé ici un trou. C'est-à-dire que la bougie d'avant et la bougie d'après ne se touchent pas, ça laisse un trou au milieu et ça montre un débalancement, une pression grande, une grande pression dans le domaine, dans le sens du prix. Donc là, en l'occurrence, c'est un fair value gap baissier puisque le prix descendait, mais si le prix montait, eh bien, ça aurait été un fair value gap haussier, donc un débalancement haussier. Donc là, eh bien, donc c'est une résistance puisqu'on a une pression vendeuse dans cette zone-là. Et tant qu'on ne va pas le retester, eh bien, ça reste un fair value gap. Là, vous voyez, on l'a retesté, mais on n'est pas passé au-dessus. Donc, ça reste un fair value gap et ça reste une résistance importante. En revanche, ici, par exemple, on en a un haussier à la base, c'est-à-dire qu'ici, on avait un débalancement haussier, c'est-à-dire que cette bougie ici, la petite bougie ici et la grande bougie ne se touchent pas, leur mèche ne se touche pas, donc il y a un trou haussier ici. Donc, c'est une pression vendeuse et donc, pardon, c'est une pression acheteuse et donc un support. Donc, normalement, il devrait être vert. Sauf que par la suite, on l'a cassé à la baisse. Vous voyez, on a clôturé dessous. Et ensuite, quand on a voulu le remonter, le repasser à la hausse, on n'y est pas arrivé. C'est maintenant une résistance. Le support s'est transformé en résistance. Et donc, on appelle ça un IFVG, un Inverted Fair Value Gap.
Voilà. Donc ça, c'est très important parce que du coup, non seulement on a des résistances, on a des FVG ici, donc c'est tout ce qui est rouge. Ici aussi, on en a créé trois cette semaine. Là, on en a encore créé un aujourd'hui. En tout cas, si on clôture comme ça, on en a un de plus. On en a un autre ici. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Et là, eh ben, ce qui est important, c'est que on a transformé une pression acheteuse en pression vendeuse. Donc la polarité s'est inversée. Donc ça, c'est encore plus fort. Parce que là, c'est même plus un débalancement, c'est une dépolarisation. Et ici, on a un order block. Alors ça aussi, les order blocks, donc baissiers, eh bien ça aussi, c'est un énorme support ou résistance. Ici, c'est une résistance. Donc vous voyez, ici, là, on a un mur de résistance. Et ça, c'est juste en daily, c'est-à-dire seulement des résistances qu'on a créées toute la semaine dernière sur la journée. Parce que plus on monte dans l'unité de temps, plus les supports et résistances deviennent forts et solides et c'est difficile de les passer. Donc en daily, c'est déjà important, c'est déjà des supports très importants. Mais si je vous montre ce qu'il en est en weekly, alors je vais enlever mon daily et je vais passer les résistances en weekly. Et vous voyez que c'est pareil. Là, on évolue dans un support, on est dans un fair value gap vert en weekly. Tant qu'on ne le perd pas, on se maintient haussier. Mais si on commence à clôturer en dessous de ce fair value gap, donc en dessous de ce rectangle vert en weekly, alors là, attention, on perd notre support. Et ça va devenir, comme je vous l'ai expliqué, un inverted fair value gap. Donc on change de polarité, ce n'est plus une pression haussière, c'est une pression baissière. Très important. Donc vous voyez, on est vraiment quand même borderline. Et il faut que ce soit clôturé en weekly. Alors là, chaque bougie est une journée. Donc vous allez me dire, oui, mais là, on l'a dépassé. Oui, mais en daily, ça ne compte pas puisque c'est une résistance weekly. Donc il faut qu'on le casse dans la même unité de temps. Donc là, en daily, on peut très bien passer 2, 3 jours dessous et remonter, ce n'est pas grave. En revanche, si maintenant je passe en weekly, donc une bougie maintenant égale une semaine, eh bien, vous voyez qu'on a eu des mèches, c'est ce qui représente nos journées, mais on n'a jamais clôturé dessous. Donc, pour le moment, on a toujours le support haussier et on est toujours haussier. En revanche, on voit qu'en weekly, c'est pareil, on a fait un order block et on est en train de faire un fair value gap. Alors, il faut attendre la fin de la semaine pour savoir si le fair value gap est bon ou pas, parce qu'on pourrait annuler dans la semaine, remonter, retester tout ça, et du coup, ça s'annulerait. Mais pour le moment, on est en train d'en faire un. Alors, je vais repasser en daily. Donc, je vous ai expliqué un peu tout ça pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est, mais vous voyez que là aussi, on a quand même beaucoup de résistances qui sont en train de se construire. Donc, beaucoup de pression vendeuse qui est en train d'arriver. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'elle est en train d'arriver et en train de se construire. Si je passe très rapidement en monthly, eh bien, c'est pareil. Vous voyez, on n'a pas réussi à passer, quand on a retesté, on n'a pas réussi à passer cette inverted fair value gap, ni ce fair value gap. Donc ça, c'est majeur, majeur, parce que c'est des résistances monthly. Et vous voyez qu'on s'est fait rejeter immédiatement. Et en général, quand on se fait rejeter par des supports ou résistances monthly, en tout cas très importants, eh bien, le mouvement qui s'ensuit derrière est assez grand et assez violent et assez fort. Voilà. Donc ça, c'était mon contexte. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que je pense qui pourrait être en train de se passer. On pourrait être en train de faire une réaccumulation de Wyckoff. Si je dézoome un petit peu, vous voyez que je prenne les derniers mouvements de ce qui s'est passé donc depuis novembre 2024. Donc ça fait un long moment et je pense qu'on pourrait être dans une sorte de réaccumulation de Wyckoff. Donc, c'est-à-dire que on accumule beaucoup de tokens sur le long terme parce qu'il faut que vous pensiez que les retails, ils en ont rien à foutre d'accumuler pendant un an. Mais quand on est un market maker ou un institutionnel et qu'on a des milliards de dollars à investir, on ne peut pas le faire en one shot parce que quand vous achetez trop rapidement ou que vous vendez trop rapidement, vous faites bouger le prix de l'actif. Et donc, du coup, bah, ça ne dessert pas vos affaires. Donc, il faut le faire progressivement. Il faut étaler tous ces milliards de dollars sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour pas que le prix ne bouge trop. Donc, il y a d'autres choses à savoir, mais restons là-dessus. Donc, euh,
l'accumulation, la réaccumulation de Wyckoff, vous voyez, c'est que on vient, je vais vous l'agrandir celui-là pour que vous puissiez bien voir. On vient d'une tendance haussière, ensuite on range un petit peu avec des phases bien particulières, et ensuite on repart à la hausse. Le but d'une accumulation, on accumule. Pourquoi on accumule? Pour repartir à la hausse. Donc là, on est en accumulation, je pense, et je pense qu'on se trouve ici. Donc, juste avant notre spring final de cette grosse accumulation. Et donc, après le spring, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la remontée. Alors, je vais revenir là-dessus après parce que c'est vraiment très important. Mais avant, je veux juste vous montrer que vous voyez, on retrouve bien toutes ces phases que j'ai sur mon schéma ici. On les retrouve toutes ici. Et là, on est dans la crique. Donc, c'est ça la crique, ce mouvement-là. Et là, vous voyez, on fait une petite remontée comme on a fait ici. Donc, alors, on ne suit pas toujours ces mouvements à la lettre. Hein. Ce n'est pas d'une précision chirurgicale, mais ça nous donne un plan de match. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mouvement du prix derrière et ce qu'ils sont en train de faire, la logique cachée derrière. Et donc, la logique, c'est que là, on est en train d'accumuler. On n'est pas forcément en train de distribuer. Parce que ça ne ferait pas de sens avec. Là aussi, je vais vous passer tous ces détails, mais sur les analyses on-chain, on voit qu'ils accumulent, on ne voit pas qu'ils distribuent. Donc, le fait d'accumuler tous ces milliards de dollars, c'est pas pour partir un marché baissier maintenant. Ça ferait aucun sens. Donc, je pense que c'est vraiment une accumulation. Et donc, eh bien, dans cette accumulation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on redescende faire notre spring. Donc, je voudrais que vous voyez bien ce qui se passe à l'écran. Le spring ici, en général, comme je vous le dis, on ne respecte pas toujours à la lettre les choses. Mais en général, le spring, c'est une dernière frayeur pour faire peur à tout le monde, que tout le monde capitule avant qu'on relance le marché dans l'autre sens. Eh bien, Exactement. il se fait en dessous des deux plus bas qu'on avait fait précédemment dans cette réaccumulation. Donc, si je regarde ma réaccumulation, eh bien, on voit que nos plus bas, c'était ici et ici. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'on devrait normalement faire un spring, ou en tout cas, il y a des chances d'un point de vue statistique, il y a plus de chances qu'on fasse un spring, soit dans ces environs-là, soit un petit peu en dessous. Et ce niveau, vous voyez, ça affiche ici sur l'écran, on parle de 74 500 dollars américains. Donc, c'est pour ça que je m'attends à une chute. Ça viendrait compléter notre fameuse figure de réaccumulation. Et ça serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'après, justement, c'est une hausse qui nous attend. Et c'est un peu ce que tu avais l'air de dire, Tiffany, qu'au mois de juillet, ça serait plutôt des bonnes nouvelles qui nous attendent plutôt que d'être enfermé dans un bear market. Ah bah exactement. Et là, je reste hyper positive sur juillet pour ce qui va se passer. Ok, donc maintenant qu'on a vu qu'on était possiblement dans cette phase de réaccumulation, maintenant on va zoomer un petit peu plus. Et si on zoome, eh bien on peut s'apercevoir que on pourrait avoir une période d'accumulation dans le range qu'on est en train de faire. Donc dans cette période de réaccumulation, dans la zone, petite zone dans laquelle on se trouve, on pourrait aussi avoir une période d'accumulation. Alors je vous montre, hop. Donc, dans ce fameux range depuis lequel on est depuis le mois de novembre, donc ça fait 3 mois qu'on est là-dedans, eh bien, on pourrait également être en train de faire une mini-accumulation dans ce range. On pourrait être dans cette fameuse phase ici, le STB, donc après notre SOS. Et si vous regardez bien le STB, regardez où est-ce qu'il clôture en dessous de nos autres plus bas. Il fait encore un sprint finalement. Et donc, si on regarde, si on dézoome, ou plutôt on zoome un peu là-dessus, notre plus bas, il était ici. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait clôturer normalement en dessous. Et cet en dessous, c'est 80 500. Donc, tout prend son sens. Vous voyez, tout va dans le même sens. Alors, je ne sais pas si Donc c'est... ça, excuse-moi, Oui. excuse-moi. Ça, donc ça, c'est ce que j'ai vu par rapport à l'éclipse du 17 février, ce que tu me dis, ce que tu dis là. Alors, oui, c'est-à-dire le STB qu'on pourrait faire ici, donc cette chute-là, où l'on pourrait Ouais. descendre en dessous
Donc on appelle le STB ici, mais qu'on appelle sur le spring, sur la figure de réaccumulation, je vous la remets en réaccumulation. C'était la même chose, mais avec le spring. Ouais, Hop, on descend. Mais ensuite, on remonte. Donc, on pourrait effectivement redescendre avec, pourquoi pas, une mauvaise nouvelle le 5 ou 7 février, ou quelque chose, un Black Swan, ou peu importe, quelque chose qui arrive, alors, soit cette semaine, avec le 1er février qui est à la fin de la semaine, donc soit on commence déjà à avoir ses prémices, et je vais y revenir, euh, soit ça pourrait aussi s'empirer aux alentours des 5-7 février, comme tu en as parlé. Et puis ensuite, on pourrait atteindre notre bottom du spring, justement. Bien, on pourrait estimer, on pourrait penser qu'on pourrait l'atteindre entre le 11 février et le 17 février, comme tu disais, où justement le 11, on verrouille un support. Ensuite, on prépare quelque chose, donc on pourrait ranger un petit peu dans ces prix-là pour le stabiliser. Et à partir du 17 février, tu dis qu'on a envie de remonter, mais qu'il y a quand même un truc qui nous retient. Eh bien, ça pourrait être ce fameux spring justement où on remonte. Mais regardez où on remonte, on fait un test en général. Je le redis, c'est pas tout le temps le cas, mais ça fait partie des choses possibles. Et donc, si on regarde bien, eh bien, on pourrait remonter le 17 février, par exemple, euh, alors, on va pas monter de là à là en une journée. Mais je veux dire, à partir du 17 février, on pourrait commencer oui, à remonter, à relancer le mouvement. Mais regardez, le mouvement, il va exactement là où on est présentement. Il va pas plus loin. Donc, ça voudrait dire que on pourrait retourner là où on est actuellement. C'est pour ça que j'ai fait mon petit dessin comme ça. On pourrait donc redescendre et ensuite on pourrait revenir ici. Et rappelez-vous, ici, on a, que ce soit en daily ou en weekly, je vais vous mettre le weekly, on a tout un tas de résistances ici. Et même en daily, hein, pas besoin de monter super haut. Vous voyez que même monthly, oui, on est en plein dedans en monthly. Donc ça, c'est sûr qu'il va nous falloir beaucoup de force pour passer ça. Donc, si on part du principe qu'en astrofinance, on dit que le 17 février, on a envie de remonter, mais il y a un élastique qui nous tire vers le bas et qu'on n'y arrive pas, on pourrait estimer tant que Saturne, ouais, tant que Saturne est dans les parages, ça va être difficile de remonter, en on tout n'aura pas cas. la force de passer ça. Voilà, Et donc, exactement. voilà, c'est ça. Donc, on pourrait remonter, on a envie, on pourrait aller faire un petit plus haut ici pour prendre toutes les liquidités qui sont ici et ensuite se faire rejeter de nouveau violemment. Comme tu l'as dit, à partir du 20 mars, euh, justement, c'est mauvais, il y a un obstacle, Oui, oui, c'est pas, exactement. C'est voilà. encore du poids lourd. Donc, eh Pour un bien, poids lourd, voilà, il y a encore une pression, ce qui pourrait expliquer justement qu'on redescende dans ces zones. Alors, c'est trop tôt pour savoir où exactement, parce que j'imagine que pendant la remontée, on va avoir des fair value gap, des order blocks, etc. Donc, je pourrais préciser cette zone à ce moment-là. Pour le moment, je ne peux pas. Et ensuite, on pourrait donc redescendre, ranger un petit peu, etc., jusqu'aux dates du 6 avril, où au 6 avril, tu nous parles d'une cassure, où on pourrait justement enfin s'affranchir de ces niveaux au 6 avril. Donc ça fait beaucoup de sens, beaucoup de sens. et ben voilà. Donc Parce qu'en termes de c'est délai, une ça match, on en a vu, termes de... voilà, c'est ça. C'est qu'on a C'est vu quoi? plus ou moins vraiment pratiquement la même chose Exactement. dans l'avion. Et c'était assez incroyable d'ailleurs. On était assez étonnés. Exactement, la même chose, alors qu'on fait pas du tout la même chose, quoi. C'est ça qui est incroyable, incroyable. Alors Parce qu'on que fait ça, pas la même chose. J'habite au Canada, j'habite en France, donc c'est marrant tout ce contexte et on s'est dit c'est incroyable. C'est d'où la vidéo qu'on fait aujourd'hui Ex- en Exactement. urgence. Exactement, parce que c'est hallucinant, parce que si on fait vraiment ce genre de choses, et je vais vous expliquer pourquoi on pourrait faire cette chute, qui prend tout son sens aussi d'un point de vue technique, eh bien, le temps qu'on Ouais. descende, le temps qu'on stabilise, le temps qu'on remonte, le temps qu'on se fasse rejeter, et le temps qu'on remonte pour s'affranchir de tout ça, vous vous rendez bien compte, ça va pas se faire en une semaine. Et donc, du coup, ça nous amène au 6 avril, en termes de délai, c'est plausible. On est 26 janvier aujourd'hui, donc disons qu'on est en février, ça nous laisse 2 mois pour faire ça, un petit peu plus.
c'est tout à fait réalisable. Regarde, en 2 mois, on a fait ça en 2 mois et demi. Donc, on peut tout à fait faire ce mouvement-là, qui sera le même mouvement. Finalement, ce sera le même mouvement que ça, mais avec des amplitudes plus longues, de la volatilité plus importante. Non, je disais, il n'y a plus qu'à voir maintenant ce qui va se passer dans ces prochains mois. Là, on a hâte de Oui, voir l'évolution. c'est clair, j'ai vraiment hâte. Je voulais vous montrer une dernière chose, c'est... Ah, il s'est enlevé mon bière. Ah oui, il s'est enlevé. Je voulais vous montrer une dernière chose, c'était le beer flag qu'on pourrait avoir. Ça, c'est une figure chartiste baissière. C'est-à-dire que ici, on a, vous voyez, ça fait un petit drapeau et on appelle ça, c'est la pôle et là, le drapeau, on appelle ça un beer flag en termes techniques. Et ça, c'est une figure baissière. Donc, c'est une figure normalement, on casse à la baisse. Et si je prends la cible de cette figure, eh bien, il y a deux traits parce que on va prendre la durée de la chute en termes. On va mesurer la durée de la chute du dernier mouvement jusqu'au plus bas dans le drapeau et on va le répertorier ici. Mais il y a deux écoles. Il y a ceux qui prennent en partant du plus haut du beer flag et ceux qui partent de la cassure du big flag. Donc, je vous ai mis les deux objectifs. Et regardez, les deux objectifs vont pile dans la cible que j'ai mis justement, que j'ai déterminée. Et cette cible, comment je l'ai déterminée? C'est parce qu'elle est au milieu d'un support majeur en monthly, justement. Il y a ici un fair value gap monthly. Il y a aussi l'équilibrium monthly du Bitcoin. Et donc, ce sont des supports majeurs et surtout l'équilibrium, on ne veut pas le passer à la baisse. Alors, je vais juste vous passer en monthly. On ne veut surtout pas passer l'équilibrium à la baisse parce que ça serait très mauvais. On pourrait repartir en zone discount pour ceux qui savent un peu de quoi je parle. Et là, du coup, ben, là, on pourrait éventuellement parler de marché baissier. Mais c'est pas du tout ce que je vois. Venir frôler ça comme d'habitude et faire une grosse peur, oui, ça, c'est pas impossible. Mais vous voyez, en monthly, regardez ce support, ce fair value gap, jusqu'où il descend. Il descend jusqu'aux 73 500 $. On a largement la place de faire ce mouvement sans que rien ne nous arrête en plus. Et toujours sans perturber la tendance haut. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue technique, c'est tout à fait envisageable. Alors, une dernière chose dont je voulais vous parler, pourquoi je pense à une descente? Alors que je suis encore à contre-courant, que beaucoup pensent qu'on va avoir un rebond. C'est possible, je peux me tromper, hein, c'est possible qu'on puisse avoir un rebond ici puisque on est dans le bas du range. Donc quand on est dans un bas de range, en général, la cible suivante, c'est le haut du range. Mais indépendamment de tout ce que je vous ai parlé, de toutes les résistances et supports qu'on a, il y a un autre truc qui est très important, c'est qu'on est allé chercher les liquidités, on appelle ça un turtle soup en termes techniques. On a pris toutes les liquidités qui se trouvaient là avant. Et ça, un truc dans les finances qui est très important, très, très, très souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, on va faire un mouvement opposé en premier avant de faire le mouvement qui nous intéresse. Donc, si je veux descendre à la baisse, je vais d'abord aller chercher les liquidités en haut et ensuite, je prendrai celles qui sont en bas, puisque mon mouvement est baissier. Donc forcément, sur la route, je vais prendre les liquidités qui sont sur le chemin. C'est pour ça qu'on commence par prendre les liquidités qui sont en haut. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on prenne d'abord les liquidités en bas, parce qu'il y aurait eu plus de chances que du coup, on sorte par le haut. Alors que là, on a commencé par les liquidités du haut. C'est pas bon signe. En plus, sur le chemin de la descente, on a créé tous ces murs baissier, pas bon du tout. Et enfin, dernière chose, c'est que quand on est arrivé en bas du range, eh bien, vous voyez que la journée n'est pas finie, hein. Alors, il reste encore 2 heures avant la clôture de la journée. Mais si on clôture comme ça, c'est pas bon du tout. Il n'y a aucune force acheteuse sur cette bougie. Regardez ici, quand on a clôturé en bas, on a fait une belle bougie haussière. On avait envie de monter. Même chose ici, on a une mèche, ensuite on a une grosse bougie pour montrer qu'on avait envie de monter. Et là, on a quoi? Non seulement on clôture en dessous de ma trendline, mais en plus de ça, on a ravalé et on clôture à 50%
en dessous de cette bougie baissière. Donc ça ne nous montre pas une force acheteuse, ça ne nous montre pas qu'on a envie de booster, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Maintenant, ce qui pourrait se passer, soit dès demain ou après-demain, peut-être après-demain, demain, il ne se passera peut-être pas grand-chose parce qu'il y a la réunion de la Fed. Je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, je crois que c'est le 28. Donc, il y a la réunion de la Fed qui va avoir lieu. Donc, du coup, il risque d'avoir de la volatilité ce jour-là ou pas, ou la décision pourrait être prise ce jour-là. Donc, en attendant ce jour, il pourrait se passer quoi? On pourrait aller retester, on pourrait combler ce fair value gap, ou on pourrait aller retester celui-là, ou on pourrait aller retester celui-là, mais avec des mèches, pas avec des corps. Donc, c'est possible, pourquoi pas qu'on puisse remonter un petit peu, mais on se ferait rejeter par ça. Et ensuite, on continuerait la baisse. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Ou alors, eh bien, on range un petit peu, c'est-à-dire que demain, il ne se passe pas grand-chose, on attend la réunion, et à partir de la réunion, donc mercredi ou jeudi, eh bien, on descend et on chute. Voilà. Moi, en tout cas, pour moi, c'est imminent. Je pense que la décision va se prendre cette semaine. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Je voulais aussi vous montrer d'un point de vue indicateur ce qu'il en est. On pourrait avoir une divergence haussière sur le MACD ici, mais elle n'est pas validée, cette divergence. Donc, tant qu'elle n'est pas validée, elle peut s'annuler à n'importe quel instant. Donc, je n'en tiens pas vraiment compte parce que bah, ça peut s'expliquer aussi par un retest et on peut très bien repartir dans l'autre sens violemment. Donc, je ne vais pas vraiment en tenir compte. Pour le RSI, on est encore très loin de la zone de survente, ce qui est en dessous. Donc, c'est pareil, ça nous laisse largement la place de le faire. Et sur mon indicateur maison, on est dans un mouvement haussier, dans une tendance baissière sans aucun équivoque. Donc, ça prêche aussi pour ça. Et enfin, dernière chose, après je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais continuer éternellement tellement il y a de choses. C'est par rapport aux données, l'open interest et les funding rates. On voit ici qu'on a un prix qui descend. Et ici, il est pas, il stagne un petit peu, mais il est plutôt à tendance baissière. Hein, c'est pas du haussier, ça. Et on voit que l'open interest, lui, il monte un petit peu. L'open interest, il faut savoir que quand on ferme des positions, eh bien l'open interest va descendre et quand on ouvre des positions, il va monter. Donc, par exemple, ici, le prix est monté, mais on voit que l'open interest est descendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été fermés ici. Et comme le prix monte, si des positions ont été fermées, mais que le prix monte, ça veut dire qu'il y a eu des achats. Et comment on peut faire des achats alors que les positions, ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment. Parce que quand on est en short, pour fermer notre position, il faut racheter notre position. Alors que quand on est en long, il faut, quand on ferme notre position, on fait de la vente. Et donc, du coup, eh bien, le prix descend. Donc là, on a des, donc ça veut dire qu'il y a de l'achat, mais il n'y a pas tellement des shorts qui sont en train de se fermer. Et ça, c'est important parce qu'on voit ici l'inverse. On voit qu'on a un prix qui descend, mais on a des open interest qui stagnent, qui se stabilisent, voire qui montent un petit peu. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a des positions, un, premièrement, qui ne sont pas fermées, qui se maintiennent, et deux, il y a peut-être même des nouvelles positions qui rentrent. Sauf qu'on voudrait bien savoir, c'est des longs ou des shorts, ces gens qui rentrent. Et là, on voit que sur les fundings, c'est plutôt des longues. Donc, c'est plutôt des gens qui rentrent, qui ont espoir qu'on rebondisse sur ce fameux support. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que on a vu que d'un point de vue technique, on a beaucoup de résistance, donc on est plutôt à la baisse qu'à la hausse. Mais si les gens rentrent en longue ou en tout cas maintiennent leur position longue, ça veut dire que si on part dans le sens inverse, on va les forcer à fermer leur position. Et donc, du coup, ça va nous permettre de chuter rapidement et sans effort de la part des market makers. Ils n'ont pas besoin d'injecter beaucoup d'argent pour que le mouvement baissier se fasse. Ça se fera simplement en forçant les longues à fermer leur position, que ce soit manuel ou en liquidation. Et ça fera bouger le prix très rapidement. Du coup, on appelle ça un long squeeze. Ça voudrait dire que on fait croire, on attend que tout le monde accumule des positions longues. On leur fait croire, même peut-être avec des mèches, qu'on remonte un petit peu pour que tout le monde se positionne en longue. Et au final, on part très vite dans le sens inverse. Et là, on les force à fermer. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un long squeeze. Donc, eh bien, ça donne forcément du jus aussi à ce qu'on est en train de dire parce que s'il y a beaucoup d'accumulation de longues et qu'ils partent en sens inverse, ça va forcément précipiter la chute
et une chute rapide, ce qui matche avec les dates que tu nous as données, justement. Voilà. Euh, je termine avec cette explication d'accumulation ici. Donc, cette barre d'accumulation, c'est qu'il y a eu une très, très, très forte accumulation qui a été faite ici. Je vais vous le montrer, on le voit sur le CBD. Vous voyez, c'est mon trait ici jaune et rouge. Ça veut dire que des gens ont... Il y a eu beaucoup d'accumulation sur cette zone de prix, donc entre 85 600 et 84 400 dollars américains toujours. Donc, beaucoup d'accumulation et ces gens-là, ils vont vouloir défendre là, on ne parle pas de retail, hein, on parle d'institutions, de market makers, etc. Donc, ils vont vouloir. Voilà. Et donc, du coup, elle ne sera pas forcément facile à passer. On revient là-dessus, on va chercher les liquidités qui sont là, puis on rebondit là-dessus et on part à la hausse ou en range. Et donc, ça invalide le scénario dont on est en train de parler. Soit on réussit quand même à le casser, mais pour le casser, il va falloir une force puissante. Et c'est là qu'intervient le long squeeze. Aller chercher de l'argent qui n'est pas à eux, dégager tout le monde, ce qui va précipiter le mouvement et nous permettre de casser ça à la baisse d'une traite. Voilà, je pense que je pourrais encore en parler pendant longtemps, mais je pense que j'ai fait pas mal le tour. Moi, je vois vraiment un mouvement baissier très rapide, qui dure pas très longtemps. Et puis ensuite, eh bien, on pourrait remonter comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais juste arrêter mon partage, voilà. Et moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens tout ça. Eh ben, moi aussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir, quoi. On peut pas dire mieux, on peut pas faire mieux. Là, de l'analyse que tu as faite, toi, de ton côté, de ma propre analyse. Voilà. Il y a aussi, je pense, un point important, c'est le changement au niveau de la Fed, hein, Ouais, le départ de Powell. exact. Je crois que c'est le 15 mai, non? Il me Alors, je semble. sais pas, je me rappelle plus de la date. Je sais pas si c'est en avril ou en mai. Je pense que c'est le 15 mai, aux alentours du 15 mai. Et ça coïncide avec Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux en avril, en fin de compte, puisque Uranus est quand même la nouveauté. Donc Uranus prépare quand même le changement au niveau de la Fed aussi, de la Et, crypto et de tout ça. et on peut penser que c'est un événement effectivement majeur parce que du coup, il va mettre quelqu'un pro-crypto, forcément, mais surtout qui va vouloir baisser les taux d'intérêt. Fissa, fissa. Forcément, forcément. Voilà, mais écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je pense que là, j'ai un petit peu tout dit, ce qui peut se passer, en tout cas, jusque avril, avril. Mhm. Après, bah, pour la suite, on voit déjà ce qui se passe et pour la suite, on fera peut-être une prochaine vidéo où on verra, on reviendra sur ce qu'on a analysé et on verra ce qui se passe euh, assez flamboyant, on va dire, pour la suite. Ouais, tout à fait, ouais. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Je vais mettre ta chaîne à l'écran pour que les gens, si ça les intéresse, d'aller voir ta chaîne YouTube, parce que je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, tu as une chaîne YouTube, où d'ailleurs, tu as fait une analyse absolument extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis poisson, d'accord? Et je suis allée voir ce qui pourrait se passer en 2026 pour les poissons. Et du coup, avant d'annoncer ce qui se passe en 2026, tu fais d'abord un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé en 2025. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai passé une année horrible. Mais quand je dis horrible, ça va être très facile de la battre. Horrible comme année. Et quand tu as parlé de ça, je me suis dit, mais mon Dieu, elle a fait la biographie de ma vie, c'est pas possible. T'étais d'une précision hallucinante, vraiment. Donc je Bah, vais mettre. écoute, c'est gentil. Et puis oui, effectivement, bah, pour ton signe, pour les vierges aussi, ça a été des périodes très compliquées. Là, pour tout le monde, on passe, il y a un changement d'air, on arrive dans une nouvelle ère, la nouvelle ère futuriste, hein, on rentre vraiment dans le futur à partir d'avril. Donc voilà. Courage, on y est Et merci. presque, les gars. Plus que 2 mois en chier. Exactement. Et merci à toi pour cette vidéo, hein, et merci pour tes analyses parce que grâce à toi, c'est pareil, j'apprends et c'est très fluide la façon dont tu parles. En tout cas, ça me parle directement, tu vois.
Alors moi, je fais de la Bah, finance, merci. mais pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau, toi, t'es calé. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis, moi aussi, ça me touche beaucoup qu'en plus, tu aies accepté l'invitation et tout ça, parce que tu as eu d'autres propositions en plus et que tu m'aies choisi, ça me touche encore plus. Et puis, je pense vraiment, je suis très sincère, que euh, nos deux sciences sont et nous permettront d'améliorer, j'en suis sûre, On va en s'affiner, l'occurrence. on va notre façon d'analyser les choses. Et puis, j'ai envie de dire aux gens qui sont sceptiques, ils ont le droit. Tout à Mais fait. laissez faire les choses. Vous reviendrez après nous dire si on avait tort, eh ben, on s'excuse, on avait tort. On peut se planter aussi, hein. On peut se planter, ça fait aussi partie du jeu, on va dire. Mais laissez les choses se dérouler et puis après, on verra ce qui se passe. Un grand merci, Tiffany. Et puis, donc, c'est ça, je vais mettre ta chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et regarder la finesse de ses précisions en termes d'astrologique personnelle. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors moi, c'est pareil, je renvoie la chose, c'est-à-dire que les gens qui sont sur ma chaîne et qui s'intéressent vraiment à la finance, vous avez quelqu'un là qui est vraiment spécialiste dans la finance et je vous conseille d'aller la voir, d'aller écouter sa vidéo et d'aller sur son site pour voir ce qu'elle fait exactement. Voilà. Ben, merci beaucoup, Tiffany. Et puis, à bientôt alors dans un prochain épisode, une prochaine aventure. Allez, Bye bye tout le monde! à bientôt. Ciao.